Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Focus, le nouveau format signé Digital Marketing for Pro. Si vous écoutez ce podcast, c'est sans doute parce que vous connaissez déjà notre format phare, les résumés d'actualité marketing. Un format court, efficace, pour rester à jour sans y passer des heures. Mais aujourd'hui, on a envie de prendre le temps, de creuser, d'aller plus loin dans l'analyse, dans les enjeux, dans les problématiques qui comptent vraiment pour les pros du marketing. Parce qu'on le sait, des webinars qui promettent des conseils et finissent en démo commerciales, on en a tous vu. Des contenus creux qui survolent un sujet sans jamais rien livrer de concret, aussi. Avec Focus, on prend le contre-pied. À chaque épisode, on parle d'une vraie question. Celle que se posent les marketeurs face à une nouvelle tendance, un changement d'algorithme, un outil, une évolution de terrain. On invite un expert, on creuse, on challenge, on va au fond des choses et on ressort avec des retours d'expérience concrets, des cas d'usage vécus, des exemples qui parlent à celles et ceux qui font. Notre promesse, elle est claire, à la fin de chaque épisode, vous repartez avec une vraie connaissance métier, une idée d'action à tester dès demain et une approche à challenger avec vos équipes. Focus, c'est notre façon d'aller plus loin que l'info pour vous aider à mieux faire et mieux décider. Et pour ce premier épisode de Focus, on a choisi le sujet du moment. Comment adapter sa stratégie SEO face à l'IA générative. Depuis quelques mois, tout s'accélère. L'IA générative ne se contente plus de produire du contenu, elle change la manière dont les internautes s'informent et donc dont les marques peuvent être visibles. La fonctionnalité recherche de ChatGPT a explosé. Plus de 41 millions d'utilisateurs actifs mensuels en Europe, selon les chiffres transmis à la Commission européenne. Et du côté de Google, les AI Overviews, ces encadrés qui proposent une réponse directement dans les résultats, sont déjà présents sur plus de 13% des requêtes. Résultat, sur certaines pages, le taux de clic vers les sites chute de plus de 34%. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur obtient la réponse qu'il cherche sans même avoir à cliquer. Alors une question se pose, une vraie. Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir du temps et de l'argent dans les SEO si plus personne ne clique ? Bon, j'avoue, c'est volontairement provocateur, mais c'est légitime quand on voit à quel point l'IA révolutionne les usages. Pour répondre à cette question, on n'est pas allé chercher bien loin. Notre expert du jour, ça fait plus de 15 ans qu'il conçoit, teste et ajuste des stratégies SEO, que ce soit pour des groupes médias, des e-commerçants ou des PME. Il est aussi devenu l'une des voix qui compte dans l'écosystème SEO francophone en créant un média qui cumule aujourd'hui plus de 18 millions de visites, c'est tellement gros que j'ai du mal à le dire. On parle ici de Vincent Brossat, le fondateur du Petit Digital et de ce podcast. Salut Vincent. Salut Kevin, comment tu vas? Ça va super et toi? Bon, on va pas faire Nickel. genre qu'on se connaît pas, etc. T'es le cofondateur de ce podcast, tu fais plein de choses, mais tu vas surtout aujourd'hui nous parler avec ta casquette d'expert SEO. Déjà, peux-tu nous parler de ton parcours SEO, ce que tu as fait, quels sont aujourd'hui les types de clients que tu rencontres, etc. Ouais, très bien. Bon, je vais la faire courte sur la partie parcours. En gros, j'ai commencé au moment de Google Pingouin à peu près. Pour ceux qui savent à peu près à quoi ça fait référence en termes d'années, c'est autour des années 2012, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai commencé dans le secteur au début en travaillant pour une agence. Ensuite, j'ai très vite bossé chez l'annonceur, donc pour un comparateur de produits high-tech. Ensuite, j'ai travaillé pour différentes boîtes, donc à la fois un groupe média B2B, un spécialiste des voyages de luxe, etc., des e-commerçants. Donc j'ai travaillé un peu pour des boîtes assez diversifiées. Et après, à côté de ça, j'ai commencé à développer mon média et donc j'ai travaillé aussi sur le SEO de mon propre site. Bien sûr, j'ai aussi travaillé pour des clients assez diversifiés dans le secteur de l'immobilier et autres. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon parcours en clair. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, en fait, je travaille en tant que consultant du coup pour des partenaires, dans le secteur de l'immobilier, mais pas que. Et aussi, du coup, j'ai mon propre site sur lequel forcément je dois travailler le référencement. Déjà un parcours riche, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on a travaillé côté annonceur et également en tant qu'indépendant, c'est qu'on est aussi un bel observateur du SEO. On est obligé tout le temps de rester à jour des dernières mises à jour Google, algorithmiques, mais aussi des tendances.
Toi, c'est quoi ton avis sur l'évolution du SEO ces dernières années? Moi qui suis côté annonceur, j'ai quand même l'impression que le SEO est de plus en plus complexe. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ouais, clairement. Bah, moi, honnêtement, de mon côté, je pense que ça n'a jamais été aussi difficile de se positionner en SEO qu'aujourd'hui. Quand on voit l'évolution, moi, donc ouais, depuis 2012, par exemple, avant, on pouvait faire un max de backlinks suroptimisé, ça fonctionnait, il n'y avait pas besoin d'avoir une page même sémantiquement propre, etc. à l'époque. Après, ça a évolué vers justement plus de sémantique, plus d'optimisation sémantique, quitte des fois à même faire du bourrage on va dire, de sémantique, aller toujours chercher des termes en plus qui faisaient que du coup on était un petit peu différent des autres et que ça marchait. Après, il y a eu Google Panda qui a un peu mis le haut là aussi là-dessus, mais ça a quand même marché encore pendant pas mal d'années sur ces bases-là. Et de plus en plus aujourd'hui maintenant, on se retrouve en fait avec des critères du X qui sont beaucoup plus pris en compte. Par exemple, le temps passé sur les pages, les interactions avec les pages, le trafic direct en provenance d'autres sources, etc. Plein de critères en fait que le SEO de base entre guillemets a plus de mal à manipuler. Et donc on se retrouve vraiment avec voilà des SERPs qui sont plus difficiles on va dire à manipuler que par le passé. Et donc il faut vraiment entre guillemets faire le travail proprement pour arriver à tirer son épingle du jeu. Et tout ce qui est branding commence de plus en plus à avoir son impact. Là maintenant en plus il y a l'arrivée de l'IA et c'est le sujet principal du podcast du jour. Et clairement ça rabat aussi pas mal de cartes. Donc, pour moi, ça n'a jamais été aussi difficile et au final assez cher de se positionner en SEO aujourd'hui. On parle toujours de SEO, que c'est gratuit sur le papier, mais en fait, en réalité, maintenant, c'est quand même réservé à une certaine élite qui a les moyens, on va dire, d'investir à la fois en content marketing, en branding, dans tous les autres leviers qui peuvent aussi affecter de manière directe ou indirecte le référencement. Et voilà, c'est quand même pas anodin, quoi, clairement. Si je redis ce que tu dis avec mes propres mots, moins techniques, euh, Google a une mission principale, c'est de fournir le meilleur contenu, la meilleure réponse à une requête qui est donnée. Et pour ça, il a établi des critères algorithmiques. Ces critères étaient tellement faciles à manipuler que tout le monde a suroptimisé son contenu. Et donc, du coup, il a un peu changé son algorithme pour prendre en compte des critères qui sont, pour le coup, pas du tout manipulables, comme le comportement de Voilà. l'utilisateur, etc. Et donc, du coup, bah forcément, si c'est moins manipulable, bah, les optimisations SEO sont moins faciles à mettre en place, mis à part de faire du bon boulot de création de contenu. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, enfin, je caricature un peu quand je te dis que les critères UX, ils prennent de plus en plus de poids. Ça veut pas dire que les autres critères n'ont plus de poids. C'est juste qu'en fait, la part vraiment de poids de ces critères-là a vraiment drastiquement augmenté par rapport aux années précédentes. Ça a toujours été un peu le cas où les signaux un peu UX commençaient, tu vois, progressivement à prendre de l'ampleur. Mais là, on est vraiment arrivé à des stades où aujourd'hui, si tu as des très mauvais signaux utilisateurs et que Chrome les détecte, parce que c'est vraiment Chrome qui est un peu le mouchard de Google qui permet de détecter ce genre de signaux-là, ta page peut se faire voilà, assez lourdement pénaliser. Il y a quand même toujours aussi tous les quality raters, donc les hommes derrière l'algorithme de Google qui vont aussi jouer leur rôle et ça a été prouvé il y a encore pas très longtemps, qu'ils ont encore un rôle important justement dans l'optimisation de l'algorithme de Google. Donc, il y a quand même toute une vue humaine où si ton site, auprès des quality raters, par exemple, il ne paraît pas comme légitime, tu peux te faire déclasser, même si, admettons, tu as des super backlinks, si tu as optimisé ton contenu à la perfection d'un point de vue SEO, etc. Mais voilà. Mais en gros, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas que des signaux UX qui font qu'on se positionne aujourd'hui, mais ça prend de plus en plus de place, on va dire, parmi l'ensemble de tous les signaux qui existent depuis quand même assez longtemps, quoi. Ah bah, alors, tu vois, je suis hyper content parce que il a fallu même pas 5 minutes de podcast pour que j'apprenne quelque chose. C'est-à-dire que les quality raters, c'est ça? J'aimerais bien que tu en parles parce que Ouais, je n'avais pas du tout conscience qu'il y avait une sorte de modération humaine derrière ouais. l'algorithme de Google. On dit souvent l'algorithme, je savais même pas qu'il y avait de l'humain. Ouais, si, si, en fait, justement, tu as les quality raters, donc tu as des search quality raters guidelines qui existent et qui sont publics. En fait, Google explique justement à ses évaluateurs humains tout ce qu'ils doivent regarder et du coup, ce qui peut déterminer qu'une page est de mauvaise qualité, une page de bonne qualité. En fait, ça donne déjà beaucoup d'informations
au SEO et donc au référenceur sur ce que Google considère lui-même comme un contenu de qualité, enfin une page de qualité, une page de mauvaise qualité. Et en fait, ces quality raters, ils vont du coup parcourir les pages de résultats de recherche de Google que Google leur met à disposition. Et ensuite, ils vont attribuer une note à chaque page. Et c'est pour ça qu'aussi, à chaque update, donc les core updates que tu peux avoir ou même les spam updates, tu peux avoir des fluctuations très importantes parce que potentiellement, là, dans ces core updates et ces spam updates, Google va prendre en compte tous les retours de ces quality raters et du coup va l'appliquer algorithmiquement à tout le web. Ce qui veut dire que si, admettons, tu as un site web qui a été catalogué comme un peu spam par le Quality Raters, il y a de grandes chances qu'il se fasse pénaliser à la prochaine core update. C'est pas forcément quelque chose qui est vraiment du jour au lendemain. Quand le Quality Raters il a dit ce site il n'est pas de qualité, c'est plutôt à des intervalles réguliers et on a des core updates et des spam updates assez régulièrement dans l'année. Généralement, c'est à peu près tous les 3 mois, on va dire, qu'il y a une update qui tombe. Bon, là aussi, hein, on s'était dit qu'il fallait pas trop qu'on divague, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, parce que pour le coup, c'est vrai, c'est un truc que j'avais jamais entendu parler, donc je suis content. Revenons à notre sujet de base, l'IA générative. Donc on a dit le SEO est de plus en plus compliqué et forcément l'IA générative rajoute un élément dans l'équation pour rendre encore plus les choses compliquées. Aujourd'hui, que ce soit avec tes clients ou dans ta veille, etc., dans les conférences auxquelles tu assistes, tu trouves qu'il y a un impact de l'IA générative sur le SEO à date? Alors, c'est pas ce qu'on appelle vraiment impact, mais clairement, il y a déjà une forte inquiétude du marché, on va dire, surtout avec les AI overviews. Ça, c'est, je pense, qui fait le peur à plus de monde, plus que ChatGPT Search ou ce genre de réponse, on va dire, intégrée dans des chatbots IA. Donc, l'impact, je dirais, il est déjà avant tout psychologique pour le marché. Ça fait peur à tout le monde. Tout le monde se pose la question de comment, du coup, être visible dans ces réponses-là, même si aujourd'hui ça représente des parts de marché, comme tu l'as un petit peu évoqué aussi dans ton intro, qui sont pas encore énormes, mais par exemple les AI overviews, même si admettons ça s'affiche sur 13 à 25% des requêtes, c'est énorme, ça pour la peine. Il faut savoir qu'il y a un impact qui va être aussi différent en fonction de si on s'adresse à des requêtes informationnelles ou des requêtes commerciales. Il y a plein de choses, on va dire, qui rentrent en jeu de ce point de vue-là. Donc moi, je dirais que les impacts, pour l'instant, il n'y a pas, nous, en France, des impacts énormes, étant donné qu'on n'a pas encore les AI overviews qui sont déployés, même s'il y a des rumeurs comme quoi elles pourraient être déployées en novembre de l'année, donc novembre 2025, potentiellement. Ça, c'est les dernières rumeurs que j'ai entendues, moi, de mon côté. Donc je dirais que l'impact direct, il n'est pas encore totalement quantifiable, même si on parle de centaines de milliers de requêtes faites sur ces IA. C'est un peu difficile pour les propriétaires de sites aujourd'hui, en tout cas en France, d'estimer concrètement quelle part de trafic ils ont perdu à cause de l'IA directement. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu des grosses mises à jour de Google. Là, on parlait tout à l'heure des core updates et des spam updates. Là, sur les 2 dernières années, Google a frappé très fort sur ces updates-là. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de sites qui ont perdu de la visibilité. Et c'est pas forcément à cause de l'IA, on va dire. Là, c'est plus à cause des updates de Google. Et des dernières mises à jour algorithmiques qui ont fait pour moi plus de mal aujourd'hui que réellement l'arrivée de ChatGPT, etc. quoi. Ouais, tu dis que c'est un peu un faux débat pour le moment, que l'IA, entre guillemets, pique des clics au SEO, quoi. Alors je dis pas que c'est un faux débat, je pense que ça dépend vraiment, tu vois, des niches sur lesquelles tu te trouves, des personnes à qui tu t'adresses. Par exemple, si tu t'adresses à des personnes qui sont très tech et qui sont un peu à l'avant-garde, on va dire, des derniers usages, qui utilisent Perplexity, qui utilisent les navigateurs IA, etc., bah forcément, tu as plus de soucis à te faire que si tu t'adresses à Madame Michu qui a 60 ans et qui est à milieu d'utiliser un chat GPT pour faire ses recherches et pour faire ses courses ou pour faire ses achats en ligne, quoi. Donc, il faut juste se dire qu'en fonction de ta typologie de client, tu peux être beaucoup plus impacté ou non par du coup l'arrivée des LLM. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, même si ça reste aujourd'hui des parts de marché qui sont assez faibles quand tu compares ça à Google, la progression est tellement fulgurante qu'il faut quand même se dire que dans les 3-4 prochaines années, et même ça se trouve dans les 2 prochaines années,
On parlera plus de 0,22% de part de marché de ChatGPT, mais peut-être de 10, 15, 20%. Et là, aujourd'hui, faut l'anticiper en fait dès aujourd'hui. Il faut pas attendre que ça soit 10, 15, 20% pour s'y intéresser, quoi. Bah d'ailleurs, si on se projette un peu dans l'avenir et qu'on extrapole aujourd'hui les effets de l'IA sur le trafic, ça peut être quoi les impacts pour un site internet? Bah, clairement, les impacts, ça va être baisse des clics directs qui vont arriver de Google et même des autres moteurs de recherche, parce que même si en France, Google, c'est 80, plus de 90% des parts de marché, il y a toujours Bing, il y a toujours d'autres moteurs qui aujourd'hui comptent plus en tout cas que ChatGPT. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que progressivement, on va avoir de moins en moins de trafic référent en provenance de Google. Donc vraiment, ce levier de trafic historique qui alimentait quand même pas mal les sites d'aujourd'hui. Ça veut dire multiplicité des supports sur lesquels il va falloir être visible, parce qu'on a déjà eu aussi la montée en puissance, par exemple, de moteurs de recherche sociaux, on va dire, par exemple TikTok, qui est très utilisé par la Gen Z pour, par exemple, rechercher des restaurants, rechercher des produits, etc. Et donc, en fait, c'est pour moi, là, l'évolution du SEO, ça va être de plus en plus être présent un peu partout. C'est-à-dire que, par exemple, présent sur TikTok, présent sur YouTube, présent sur ChatGPT, forcément, sur tous les LLM. Et donc, ça va pour moi, se refléter en une morcellisation un petit peu de tes sources de trafic. Et il va falloir être présent un petit peu partout et surtout travailler ton branding, travailler ta marque pour avoir aussi des citations qui soient un petit peu plus naturelles. Et ça, ouais, ça va pour moi être un gros changement de paradigme par rapport à l'historique où on se focalisait quand même globalement que sur Google, quoi. Et je pense qu'on aura l'occasion de développer un peu cette partie-là, mais je, je, je redis un peu les choses différemment parce que parfois j'ai un peu tendance à croire que les marketeurs ou les geeks se montent un peu le bourrichon tout seuls de leur côté, notamment sur l'IA. Alors on parle beaucoup de l'IA, etc., mais ça reste quand même le sujet majeur de cette année 2025. Voilà, ça fait 3-4 mois qu'on fait ce podcast-là. Il y a la moitié des sujets qui touchent à l'IA parce que ça a des impacts de tous les côtés, etc. Mais Clairement. toi qui es en contact comme ça avec des annonceurs, avec des prospects, avec tes clients, etc., c'est quoi leur perception de l'IA comme ça? Est-ce que c'est vraiment une inquiétude de leur côté ou est-ce que c'est un sujet de geek comme on disait tout à l'heure? Mm. Bah, moi, je pense que il y a deux choses. C'est que déjà, ça inquiète parce que c'est un gros coup de pied dans la fourmilière et c'est un gros aussi changement de paradigme pour pas mal d'annonceurs qui comprennent pas forcément toujours voilà ce qui est en train de se passer et qui ont du mal aussi, comme nous, hein, en fait, on a du mal à vraiment savoir ce qui va se passer dans les 2, 3 prochaines années. Donc, ils s'y intéressent déjà par peur qu'ils se fassent un peu dépasser par leurs concurrents. Donc, même si, admettons, c'est des parts de marché qui sont encore très faibles, même s'ils ne savent pas concrètement la part de leurs clients potentiels qui utilisent ces systèmes-là, ils sont obligés forcément de s'y intéresser pour pas être du coup laissés un petit peu derrière par leurs concurrents. Donc ça, c'est le premier point. Et après, il y a quand même un sujet d'acquisition où même si on a du mal à traquer aujourd'hui, tu vois, ce qui va venir de ces LLM, etc., on se doute que progressivement, ça va prendre de l'ampleur. Et donc, il faut s'y intéresser. Mais je dirais pas que c'est un sujet de geek, de responsable marketing, etc. C'est plus se dire, bon, bah, il y a un nouveau canal d'acquisition qui est en train d'émerger. Il faut qu'on l'intègre à notre mix marketing, donc il faut qu'on investisse du coup de l'argent pour être du coup présent. Et surtout que là, on parle aussi de potentiellement l'arrivée des publicités dans le ChatGPT. Donc en fait, voilà, il y a plein de choses qui vont évoluer. Et est-ce que, par exemple, ChatGPT va pas devenir à terme le Google, on va dire, en termes de part de marché, etc. Si ça le devient, en tout cas, forcément, c'est un gros sujet à prendre vraiment assez tôt. Et je pense que ça, la plupart en tout cas des personnes avec qui je parle aujourd'hui, c'est un peu ce genre de questions qui se posent. C'est vraiment de se dire bon voilà, on a ce nouvel acteur qui arrive. C'est pas encore une priorité absolue d'un point de vue business aujourd'hui, mais il y a de grandes chances que ça le devienne dans les prochains mois, quoi. Prochaines années surtout. D'ailleurs, deuxième petite parenthèse, mais on a annoncé cette semaine que ChatGPT avait lancé ChatGPT Atlas.
Ouais. Donc tu dis peut-être que ChatGPT va devenir le nouveau Google. Est-ce que pour toi, ChatGPT Atlas, c'est un pas dans cette direction-là ou c'est autre chose encore? Pour moi, honnêtement, quand je vois un peu toutes les nouveautés de ChatGPT, je pense que clairement, il y a une volonté de leur part de faire de l'ombre à ce type d'acteur-là. Alors déjà, il y a la partie, comme tu le dis, navigateur web. Ça, c'est indéniable. Là, aujourd'hui, l'une des grosses forces de Google, c'est Chrome. Mais c'est pas aussi ça, c'est tout son écosystème. Ça va être Android, ça va être YouTube. En fait, Google a quand même un écosystème de malades qui va être assez difficile pour ChatGPT de concurrencer. Mais quand même, on aperçoit par toutes leurs nouveautés que c'est un peu ce qu'ils essayent de faire. Ils ont aussi pour projet de lancer leur propre device, un peu comme Apple, avec l'IA directement intégrée dedans. Donc je pense que sur le long terme, leur vision, c'est en effet de concurrencer un Google, parce qu'aujourd'hui, Google, il maîtrise un peu toute la chaîne. Il maîtrise le navigateur, il a un quasi monopole. Le moteur de recherche, il a un quasi monopole aussi aujourd'hui. Euh, tout ce qui est Android, etc., c'est quand même une grosse partie de la flotte, on va dire, des smartphones en circulation. Moi, j'ai pas d'Android, donc je sais pas, mais j'ai cru voir quand même que Gemini était de plus en plus intégré, du coup, directement dans les Android. Donc ça veut Je te dire qu'en fait, ils confirme. sont, pour moi, de quand même prendre des parts de marché quand même assez importantes à ChatGPT. Donc après, voilà, il faut peut-être plus qu'on parle je dirais, de chatbot IA, plutôt que de juste dire c'est ChatGPT ou c'est Gemini. Pour moi, c'est tout cela. On ne sait pas trop comment vont évoluer leurs parts de marché. Moi, ma conviction, c'est que Gemini, il va exploser ChatGPT sur le long terme et que ChatGPT, ça va plus être utilisé dans un milieu professionnel, outil de productivité, on va dire, mais moins à terme sur vraiment du consommateur direct. Ça, on va dire, c'est moi mon ressenti au vu de leur intégration. Mais, euh, mais voilà, ouais, je pense que. Moi, mon ressenti, c'est que ça va être Copilot sur toute la cible B2B qui va tout déchirer. Ouais, Parce que Copilot intégré à la suite Microsoft Office, tu vois, ouais, je travaille sur un univers Microsoft. Tu peux aller taper tes requêtes pour aller fouiller dans les grandes bibliothèques de SharePoint, là où tu as 1 milliard de trucs à l'intérieur, en termes de base documentaire, de management et tout ça, intégré directement à la suite Office. Quand on voit le taux de déploiement de la suite Office auprès des grandes entreprises et le potentiel business du marché B2B, je dis que Copilot va faire aussi des dégâts là-dessus. Et ouais, ben, on clairement. passe quand même une majorité de temps au travail. Donc, si c'est l'IA que tu utilises au quotidien pour ton boulot, ben, pourquoi pas l'utiliser aussi pour ton perso. Enfin, c'est vrai que là, on parle beaucoup de ChatGPT parce que c'est le premier de cordée pour emprunter une expression à notre cher président. Mais en fait, derrière, tu as quand même pas mal de positionnements et de stratégies différentes qui se côtoient. Et aujourd'hui, quand on parle d'impact de l'IA sur le SEO, tu le dis très bien, c'est surtout l'impact des AI overviews qu'on anticipe, parce que c'est là où les clics sont, entre guillemets, retenus, plus que sur un Gemini ou un Copilot, quoi. Ouais. Bah, surtout qu'en fait, là, ce qu'on voit, enfin, ce qu'on observe quand même, c'est que la tendance aux citations et qui intègre des liens dans les chatbots IA, en fait, il y a de moins en moins de liens qui redirigent vers des sites externes. Donc, en fait, au final, compter sur eux pour nous rediriger du trafic, c'est déjà compliqué. Mais ça va progressivement, en plus, on va être encore plus, un peu comme là, on l'est actuellement avec des algorithmes comme Google, on est très dépendant des fluctuations algorithmiques. On va être aussi demain potentiellement très dépendant des changements de ces chatbots. S'ils décident du jour au lendemain de réduire drastiquement les liens insérés dans les réponses, on ne pourra pas y faire grand-chose, quoi. Bah, alors, justement, tu disais tout à l'heure, l'impact de l'IA sur les SEO, ça dépend le secteur d'activité, ça dépend la cible, Ouais, tout le monde n'est pas touché de la même manière, etc. Demain, tu as un prospect qui te dit, bah moi j'ai peur de l'IA, je vois mes stats SEO qui sont en train de se casser la figure, est-ce que c'est lié à ma strat SEO, à l'IA? Qu'est-ce que je peux regarder comme mesure qui pourrait expliquer que ma baisse de trafic, c'est plus lié à l'IA que parce que je suis pris une mise à jour Google, quoi. ouais. Alors c'est là pour moi il y a deux choses. C'est déjà est-ce que tu vois les AI overviews à ce moment-là, admettons, sont déployés ou pas. Parce que si les AI overviews sont déployés, on peut quand même assez, je vais pas dire facilement, mais
on peut quand même très rapidement regarder si, admettons, il y a une hausse des impressions, ou même pas forcément de hausse des impressions, mais une baisse drastique du CTR, donc du taux de clics dans les résultats de recherche à position égale. Donc à position, si admettons tu vas dans Google Search Console, tu regardes sur les 3 derniers mois et tu vois que ta position moyenne, on va dire, elle est assez stable, et même si tu fais un focus sur des pages dédiées, tu vois que ta position moyenne elle est assez stable, mais par contre ton CTR il chute drastiquement. Ça veut potentiellement dire que là, tu as un impact clair des AI Overviews, mais après, il faudrait le confirmer en faisant des recherches et en s'assurant que les AI Overviews sont bien déclenchés sur ces recherches-là. Donc là, ça demande un petit peu de vérification de ce type-là. Donc, je vais pas dire que c'est à la page par page, mais tu peux faire une vue un petit peu d'ensemble comme ça avec Search Console pour essayer d'identifier si les AI Overviews, ça te pénalise. Là, aujourd'hui, c'est pas déployé, donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de dire, je pense que, admettons, ChatGPT m'a volé, admettons, 20% de trafic. Parce qu'en fait, à part faire une analyse justement un peu macro et de voir une baisse des impressions, pareil, au global, à positionnement égal, là encore une fois, là on peut se dire, ok, s'il y a une baisse des impressions qui, par exemple, qui n'est pas cohérent vis-à-vis des impressions de l'année dernière, donc si tu fais une analyse vraiment sur les 3 derniers mois, admettons, de cette année versus les 3 derniers mois de l'année précédente, et que tu vois que tu as une baisse drastique des impressions alors que l'année dernière, tu étais avec des impressions assez hautes, ça voudrait dire que potentiellement, tu as eu moins de recherches sur Google, du coup, sur ta thématique. Et si tu es à position, donc positionnement SEO égal, et que du coup, tu as cette baisse-là, tu auras forcément une baisse de clics. Donc là, tu pourrais essayer d'estimer un petit peu la perte éventuelle que tu pourrais affecter à ChatGPT et les autres moteurs de recherche IA, enfin moteurs de recherche, chatbot IA. Mais c'est très spéculatif et ça reste assez difficile à mesurer, quoi. Donc après, moi, ce que je fais aussi, c'est que je regarde aussi pas mal en ce moment sur Google Keyword Planner. Je regarde les évolutions de volume de recherche sur Google sur les mots-clés que moi je cible. Et en fait, bon, après, j'ai pas fait des milliers de requêtes dans le Keyword Planner pour te dire et d'avoir une data claire et de dire qu'il y a une réelle baisse. Mais moi, ce que je vois, c'est quand même beaucoup, en tout cas là, sur mes requêtes B2B, sur des requêtes liées à des logiciels, etc., par exemple, je vois quand même une nette baisse des volumes de recherche sur Google. Et là, pour la peine, dans un secteur B2B, ça ne m'étonnerait pas que de plus en plus de personnes recherchent directement sur ChatGPT, par exemple, en donnant des contextes beaucoup plus précis que juste dire logiciel RH, par exemple. On peut facilement imaginer qu'une personne se dise, bah tiens, j'ai une entreprise de 200 salariés, j'ai telle problématique, quel serait le meilleur logiciel RH pour moi, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même assez difficile à quantifier de manière très, je dirais, je sais pas si on peut dire pragmatique, mais très, voilà, avoir des chiffres où on est très confiant de ce qu'on approche, quoi, de ce qu'on analyse. Ouais, j'entends bien. Euh, du coup, comme toute révolution, ça force les équipes marketing et digitales à se réinventer. Euh, pour toi, comment on doit réinventer le SEO à l'ère de l'IA, même si tu dis pour le moment les impacts sont quand même assez limités, tu notes quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer sur notamment des requêtes très précises d'achat de logiciels, très tech, etc. Euh, c'est quoi, toi, ta vision de cette chose-là? Est-ce que aujourd'hui l'IA, c'est une opportunité de revoir le SEO? Est-ce que c'est plutôt une opportunité de tuer les SEO et de faire les choses complètement différemment? Enfin, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, là, le fonctionnement, par exemple, des citations dans les LLM, c'est quand même très lié au SEO. C'est-à-dire que, par exemple, le ChatGPT se base historiquement vachement sur les résultats. À la base, c'était sur les résultats de Bing. Maintenant, de plus en plus, c'est sur les résultats de Google. Là, Google a récemment changé sa manière où on pouvait, entre guillemets, scraper ces résultats. Il a empêché la capacité des scrappers de visualiser le top 100 en une fois avec un paramètre qu'il a changé et qu'il ne rend plus accessible. Donc on a bien vu à ce moment-là, par exemple, que les citations ont drastiquement chuté au niveau de ChatGPT. Donc on voit que ChatGPT aujourd'hui est très dépendant quand même des résultats de Google. Donc ça veut dire indirectement que si tu es positionné en SEO et si tu as fait le travail historiquement pour te positionner en SEO, tu as de grandes chances de pouvoir te positionner sur les LLM et sur les chatbots IA. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui est citation,
ça a un fort impact pour être référencé dans ces chatbots. Donc si, admettons, tu as 100 articles qui parlent de toi, qui disent que tu es la meilleure solution RH, je vais dire une bêtise, tu as beaucoup plus de chances du coup d'être référencé dans ces chatbots IA. Et en fait, ça indirectement, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire en SEO pour obtenir des backlinks et tout. Donc en fait, en réalité, si tu as bien travaillé ton SEO, tu as déjà fait une bonne partie du travail pour être référencé dans les chatbots IA. Après, c'est que tu vas avoir des spécificités. C'est sur le fonctionnement vraiment des moteurs de recherche IA, où en fait, ils vont déconstruire par exemple une requête en plein de sous-questions. Et donc, toutes les sous-questions vont être recherchées ensuite dans les moteurs de recherche. Ils vont scraper les résultats, ils vont en sortir une sorte de réponse synthétisée. Mais ce qui veut dire que si tu es positionné, toi, avec ton site ou des sites que tu as, je dirais pas manipulé, mais que tu gères un petit peu parce que tu as fait des articles sponsorisés dessus ou tu as fait, voilà, tu es visible sur X ou Y sujet, le SEO, entre guillemets, historique, va toujours te permettre d'avoir de la visibilité, même si, admettons, il y avait demain 100% des recherches qui soient faites sur les chatbots IA, quoi. Je sais pas si ça Ouais. répond un petit peu à la question. Ah si si, ça répond totalement à la question et ça me fait même penser au dernier épisode, l'épisode 12 de notre résumé de veille marketing, où du coup on parlait de cette information-là, où le contenu UGC était mis en avant Ouais, par la future mise à jour Google. En tout cas, ça allait être un critère de plus en plus pris en compte pour le SEO. On le sait depuis le début du GIO que c'est un contenu, enfin un type de contenu extrêmement ciblé par les IA génératives. Moi, mon impression, et j'aimerais bien aussi avoir ton avis là-dessus, c'est que les critères de référencement SEO et GEO, ils sont tout simplement en train de s'aligner. Donc, en travaillant le SEO, on travaille également son GEO. clairement. Ouais, moi c'est aussi ce que je constate, hein. C'est clairement là aujourd'hui, admettons, les SEO s'intéressent de plus en plus à Reddit, parce que Reddit a fait une apparition remarquée dans les résultats de recherche, même en France, alors qu'avant c'était pas du tout utilisé en France. Et là, ils ont signé un deal avec Google, etc. Et bizarrement, ils sont de plus en plus visibles sur des requêtes, que ce soit en France comme à l'international. Donc forcément, si les référenceurs s'intéressent à ça et qui sont bien référencés dans Reddit et que ChatGPT, on sait qu'il utilise aussi pas mal les réponses de Reddit, forcément, ça peut améliorer le référencement global, que ce soit à la fois en SEO classique et via du coup les réponses générées par IA, quoi. Donc ouais, il y a quand même une certaine, je dirais, porosité entre les techniques qui marchent aujourd'hui de plus en plus en SEO et celles qui vont permettre d'être visibles dans les chatbots IA. Alors, c'est un bon point de dire, aujourd'hui, on met l'IA comme une menace, mais c'est aussi une opportunité d'être visible, de développer sa notoriété, son branding, etc. C'est ce qu'on appelle le GIO, c'est le SEO sur l'IA générative. Je te cache pas que sur cette fin d'année, je me fais beaucoup solliciter par les agences SEO qui disent ah on a sorti une solution pour savoir si vous êtes cité dans les IA génératives, c'est révolutionnaire, etc. C'est l'argument. Tout le monde a un truc révolutionnaire pour cibler ça, etc. Toi, c'est quelque chose que tu mets en avant dans tes prospections ou au contraire tu considères que c'est un peu bullshit? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ouais, alors moi honnêtement, je suis assez, je vais pas dire sceptique, mais je suis très prudent en fait sur toutes ces solutions-là, pour la simple et bonne raison déjà que toutes les réponses qui sont faites par ces chatbots sont toujours personnalisées. Donc ce qui veut dire que c'est un peu difficile pour une solution tierce aujourd'hui d'arriver à prédire de manière très précise ce que un LLM va répondre à une question. Parce qu'en fait, pour la même question, déjà, il va potentiellement répondre de manière différente. Je dirais pas à chaque fois, mais quand même pas mal de fois. Donc, c'est assez difficile aujourd'hui, pour moi en tout cas, d'arriver avec une certaine assurance de dire tu as tant de parts de voix sur admettons, les requêtes les plus recherchées. On ne sait aussi pas du tout ce que les gens recherchent sur les chatbots. C'est-à-dire que par exemple, sur Google, on sait, grâce à Google Keyword Planner, on sait exactement les mots-clés les plus recherchés, on sait même les évolutions, on connaît les tendances de recherche, on sait vraiment, limite, on peut analyser la saisonnalité.
ChatGPT, c'est une black box. Gemini, c'est pareil. Donc après, on peut espérer de la part de Google qu'ils fassent la même chose que sur Google Ads Keyword Planner avec Gemini, qui donne de la visibilité à ses annonceurs sur ce qui est en tout cas, ça sera peut-être pas en mots-clés, mais ça sera peut-être en thématiques les plus recherchées. Et donc, je pense qu'en fait, c'est assez difficile aujourd'hui de dire, par exemple, à un annonceur, de lui dire, bah tiens, tu as tant de parts de voix sur le secteur qui te concerne, étant donné qu'on ne sait même pas ce que les gens recherchent sur le secteur en question. Et en fait, c'est que eux qui vont estimer du coup les requêtes recherchées par les internautes, ils vont vraiment analyser les résultats, et généralement c'est fait par API. Sauf qu'en plus, par API, tu n'as pas les mêmes résultats que quand tu interroges du coup le chatbot directement. Donc en fait, tu te retrouves dans des trucs qui, pour moi aujourd'hui, ont un niveau de fiabilité qui est très bas. Et arriver avec une assurance et dire, bah voilà, tu as tant de visibilité sur ta thématique, pour moi, c'est prendre un peu les annonceurs pour des jambons, quoi. C'est du marketing, quoi. Mais après, c'est que mon avis. Hein. Je dis pas que tu vois, j'ai pas non plus créé une solution de ce type-là. Donc, j'imagine que leurs processus sont quand même assez rodés. Mais faut, pour moi, prendre ces données avec beaucoup de pincettes et se dire juste c'est un indicateur comme un autre, mais il faut pas le prendre au pied de la lettre, quoi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet en commentaire si vous écoutez en podcast ou sur YouTube maintenant qu'on se filme. C'est hyper intéressant parce qu'on est à l'essor de plein de choses, donc c'est très propice au débat. Un avis, c'est un avis, ça veut pas dire que c'est une affirmation. Et pour bien connaître Vincent, il serait très heureux de changer d'avis si on arrive à lui prouver le contraire. Nouvelle parenthèse fermée. Si je résume un peu tout ce que tu nous as dit sur l'IA et le SEO, c'est que l'évolution du SEO et de l'IA font que si on optimise bien son site en SEO, on va aussi bien être cité dans GEO, et qu'il y a quelque chose qui va être de plus en plus important, c'est cette notion de branding, et de dire en fait c'est les marques, les entreprises qui vont avoir le plus d'autorité. C'est un terme très SEO, d'autorité, mais j'ai l'impression que voilà, l'autorité et la notoriété deviennent des critères de plus en plus importants. Alors c'était déjà le cas en SEO, mais avec l'arrivée des IA génératives, je pense qu'on pousse un peu le curseur au-dessus. Alors moi, du coup, je m'interroge de se dire, ben aujourd'hui, une stratégie SEO, si on la limite à du contenu, en fait, on est un peu dans le faux. Il faut qu'on pense omnicanal, non? Ouais, clairement. Bah, moi, je pense de plus en plus, en effet, que l'omnicanalité, ça va être la clé. Là, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, tous ceux qui ont investi dans des programmes d'affiliation par le passé et qui ont eu du coup plein de citations dans plein de blogs, dans plein de vidéos, etc., vont être au final favorisés grâce à ça dans les LLM. Et donc, en fait, c'est un peu s'inspirer de ce type de stratégie d'omniprésence. En fait, au final, c'est comment aujourd'hui on va pouvoir mettre sa marque à la fois dans YouTube, la mettre dans Reddit, la mettre dans d'autres réseaux sociaux qui sont indexés, par exemple même Instagram là, qui vient d'être indexé par Google. C'est de se dire bah, potentiellement des citations dans Instagram vont peut-être avoir un impact sur le référencement, la SEO, et aussi potentiellement sur le référencement dans les LLM. Et donc, c'est de se dire comment on va essayer d'être visible un petit peu partout. Et c'est pareil si, admettons, tu fais, je sais pas, un billboard et tu fais vraiment du offline et que du coup, tu as plein de personnes qui recherchent ta marque et tout, et potentiellement, ça fait parler de toi, tu vas avoir peut-être des articles qui vont apparaître sur toi, bah, tout ça, ça va pouvoir avoir un impact au final sur du coup ta visibilité dans les LLM. Donc clairement, là, je pense qu'on est de plus en plus aujourd'hui dans une ère où, là, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est zéro-click marketing, ça va pouvoir du coup impacter aussi ce type de visibilité-là. Et plus on sera visible un peu partout, plus on aura de chance d'être cité dans les IA. Peux-tu développer ce que tu appelles le zéro-click marketing? Ouais, alors zéro-click marketing, là, c'est une tendance qui a été, si je dis pas de bêtises, c'est la responsable marketing de SparkToro, qui est l'outil qui a été créé par Rand Fishkin, qui est anciennement le fondateur de Moz. C'est pour ceux qui sont dans le SEO, ils vont peut-être se rappeler de SEO Moz et de Moz, un outil SEO historique.
et en fait qui a popularisé un peu ce concept-là et qui veut dire concrètement que aujourd'hui, quand tu partages un lien sur les réseaux sociaux, tu as très peu de chances d'être visible parce qu'en fait, tous les algorithmes des réseaux sociaux veulent te garder sur leur réseau social et ils ne veulent pas rediriger de trafic vers des sites tiers. C'est un peu pareil pour Google qui de plus en plus veut garder les personnes sur son écosystème. Donc, dès que tu mets des liens qui redirigent vers des sites, tu es quasiment invisible. Donc, en fait, là, le concept du zéro-click marketing, c'est de se dire, au lieu d'essayer de rediriger des gens vers ton site, c'est que tu vas créer des contenus sans lien, mais qui vont faire que tu vas être visible auprès de ta cible qui, elle, va faire ensuite la démarche, par exemple, d'aller taper ton nom de marque sur Google ou qui vont taper ton domaine directement dans la barre de recherche. Tu auras une explosion potentiellement de ton trafic direct, ce genre de choses. Et c'est vraiment ce concept de dire, tu crées du contenu pour chaque plateforme sans rediriger de trafic directement et sans attendre de trafic redirigé vers ton site, quoi. C'est hyper intéressant parce que du coup, si je traduis vraiment le truc, c'est-à-dire que demain, le SEO, si on a envie de vraiment avoir une vraie visibilité sur tout son impact, on regarde le trafic organique dans Google Analytics ou autre outil d'analytics, évidemment, mais qu'il faudrait également regarder le trafic direct et l'évolution du trafic sur des mots-clés de marque, parce que zéro clic, on travaille le branding, le côté communautaire que tu rappelles depuis tout à l'heure, etc. C'est ça, quoi. Ouais, clairement, c'est exactement ça. Et pour moi, aujourd'hui, de plus en plus, on va devoir justement analyser le trafic direct. Se dire, bah tiens, là, on parlait un petit peu de, par exemple, tout ce qui est, tu vois, attribution. C'est un peu difficile d'attribuer aujourd'hui même le trafic des LLM parce que, en fait, si tu regardes juste le trafic référent de ChatGPT.com, c'est pas assez représentatif de la réalité parce qu'en fait, tu as potentiellement des fois où tu as été cité sans lien et où les personnes ont juste après tapé ton nom de marque dans Google et du coup sont tombées sur ton site. Mais du coup, l'attribution réelle de cette visite, ça devrait pas être à Google, ça devrait être à ChatGPT. Donc en fait, ouais, de plus en plus pour moi, on va devoir regarder ces trois éléments-là, donc le trafic référent des LLM, donc vraiment via les sites référents. Donc là, c'est assez facile à savoir qui a amené quoi. Après, l'évolution du trafic de marque. Donc ça, on peut le voir via des outils comme Google Search Console, par exemple, donc en filtrant sur sa marque. Et enfin, l'évolution du trafic direct, comme tu dis, où là, clairement, on peut avoir beaucoup plus de trafic direct si on a une approche un peu de zéro-click marketing et d'être visible un petit peu partout sans forcément mettre des liens, quoi. Donc ça signifie que, petit trait d'humour, que le constructeur là, du monte charge qui a été utilisé pour le cambriolage du Louvre, qui fait un post pour dire, je sais pas si t'as vu ce buzz là, il a fait un post pour dire, bah nous nos outils sont extrêmement fiables et rapides et discrets. Du coup, bah tout le monde a repris. Ouais. Un buzz positif comme ça, c'est du SEO. Bah, je dirais pas que c'est du SEO en direct parce qu'en fait là, ce qui est à mon avis hyper intéressant de leur part, c'est que si eux, ils ont fait ce post-là, en soi, ça va pas leur apporter du SEO de manière directe, mais par contre, j'imagine que plein d'articles vont citer leur marque et vont associer leur marque à, du coup, leur produit. Donc, ils vont dire, par exemple, le constructeur de monte charge, machin, etc., avec la marque associée. Et donc là, hop, tu as plein d'articles qui vont associer un terme lié en fait, donc, je sais pas comment on appelle ça, un monte charge, Un monte un charge. camion monte charge ou je sais pas quoi, à leur marque. Et donc, ça veut dire que même les moteurs de recherche et les algorithmes vont associer ce terme camion monte charge à cette marque. Et donc, ça va avoir plus de chances de remonter à la fois dans les LLM, mais aussi potentiellement en SEO. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, on n'est plus à la recherche vraiment purement de liens et de backlinks comme on pouvait l'être par le passé. C'est limite plus des citations en fait, parce que Google va à la fois regarder les citations sans lien et les citations avec lien. Alors forcément, un lien do-follow sur un site d'autorité, ça aura toujours du poids, et son algorithme est toujours basé là-dessus, mais les citations même sans lien, ça a son poids, et là, en l'occurrence, clairement, je pense que ça va favoriser son référencement. Il va avoir aussi potentiellement pas mal de trafic direct sur son site, et ça, c'est aussi un indicateur que Google regarde pas mal, le trafic qui vient d'autres sources que lui. Et aujourd'hui, si tu as un trafic où 98% de ton trafic, c'est Google qui te l'envoie, je pense que déjà, ça n'existe plus trop. Et à mon avis, Google fait un peu la chasse à ça, ce qui se dit que c'est un peu une anomalie, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais rien d'autre que du SEO.
Et donc, est-ce que tu es vraiment une entreprise légitime? Pour lui, c'est pas forcément le cas, quoi. Non, c'est hyper intéressant parce que enfin, pour parler avec beaucoup d'experts SEO, il y a ce truc très SEO centrique de, le SEO, c'est 3 piliers, c'est le contenu, c'est la technique, c'est le linking, etc. Et il faut optimiser ton contenu. T'as des balises méta, machin, qui sont manquantes, etc. Là, en fait, t'es en train de dire que toi, après 15 ans d'évolution du SEO, tu te rends compte que le SEO, si tu le cantonnes à ces choses très primitives et les règles de base, en fait, tu louperas ta stratégie SEO parce qu'aujourd'hui, ça devient un peu plus complexe que ça et beaucoup plus 360 que ça, quoi. Ouais, c'est de plus en Pour plus 300. Ouais, je dis pas que c'est qu'il faut genre avoir un site qui charge lentement, qu'il faut bien pas qu'il y ait de sûr, backlink et il c'est faut les qu'il y ait un contenu basiques. pourri. C'est qu'en fait, ouais, ça devient de plus en plus une base qui est indispensable, mais qui n'est plus suffisante pour ranker. Là où il y a 2 3 ans, tu avais ces 3 piliers qui étaient nickel, c'était bon, tu rankais. Et en fait, aujourd'hui, il y a une dimension humaine, il y a une dimension de trafic direct, il y a une dimension d'expérience utilisateur qui n'avait pas autant de poids qu'elle a aujourd'hui par le passé. Et donc là, on se retrouve ouais, clairement avec des choses qui sont de plus en plus complexes. En tout cas, tu peux plus difficilement, on va dire, arriver à manipuler ça, si on peut parler de manipulation, quoi. Allez, une petite dernière question sur le SEO et l'IA. Depuis le début de ce podcast et aussi dans beaucoup d'articles sur le marketing digital, on oppose SEO et IA, mais on en oublie même que l'IA est un super allié pour développer sa stratégie SEO. Euh, Toi, aujourd'hui, comment tu le recommandes de l'utiliser? Comment tu l'utilises pour développer sa stratégie SEO? On sait qu'on doit aller créer du contenu en masse. Est-ce que aujourd'hui tu recommandes d'utiliser l'IA pour créer tout ce contenu-là, pour potentiellement faire des audits très poussés quand on est sur des sites avec des grandes profondeurs de page? Quels sont un peu les conseils d'un expert SEO sur l'utilisation de l'IA aujourd'hui dans la stratégie de référencement naturel? Ouais. Alors moi honnêtement, je suis un peu partagé aujourd'hui sur l'utilisation de Et l'IA. tu as le droit. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, il y a une partie qui est assez, je dirais, évidente et qui fonctionne plutôt bien. C'est l'utilisation de l'IA pour l'aide à la création de contenu. Et je dis bien l'aide à la création de contenu et pas la création de contenu en tant que telle. Pour moi, en fait, c'est de se dire, l'IA va peut-être te faire 80-90% et répondre, on va dire, à un brief que tu lui as fait, un brief vraiment détaillé, mais il faut savoir l'utiliser intelligemment, en fait. C'est que si tu lui dis, rédige-moi un article sur ça, le contenu il va être creux, ça va être plat et ça va concrètement pas être idéal. Par contre, si tu sources des super informations, donc tu lui balances des informations en source, tu lui donnes un brief ultra détaillé, tu lui dis exactement ce que tu attends en termes de ton, tu dis quelle entreprise tu es, à quelle persona tu t'adresses, etc., etc. Là, tout de suite, la sortie va être nettement plus intéressante et toi, ton travail de réoptimisation va être beaucoup plus light derrière. Donc moi, sur la partie création de contenu, quand c'est bien utilisé, pour moi, c'est vraiment un game changer aujourd'hui. Et là, je parle de création de contenu texte. Demain, je pense que ça va être, enfin même déjà aujourd'hui, c'est même pour la vidéo, ça devient de plus en plus puissant. Là aujourd'hui, tu as VO 3.1 qui vient de sortir, qui clairement qui passe un level encore au-dessus. Par exemple, j'ai vu une automatisation qui permettait d'animer des photos statiques d'e-commerçants avec un modèle qui présente, par exemple, enfin là en gros, ce que le mec avait fait, c'est qu'il avait pris une image du site The North Face et avec donc un modèle qui pose avec un pantalon et admettons une doudoune. Et en fait, lui, il l'a animé avec VO3, avec vraiment une animation qui paraît hyper naturelle. Alors après, le problème, c'est qu'on est incapable de savoir le comportement réel du produit, étant donné que là, c'est estimé par l'IA. Mais en tout cas, le rendu était top. Et j'imagine que la mise en place de cette vidéo, admettons, générée par IA sur l'intégralité des fiches produits de The North Face, il y a des chances que ça augmente le taux de conversion. Même si en réalité, c'est pas le réel mouvement, on va dire, de fluidité du vêtement que ça aurait été si la vidéo aurait été prise dans le cadre d'un shooting. Pardon. Je sais pas si tu veux, si c'est clair, tu vois ma manière d'exprimer ça, Non, mais si, si, si. moi, ça va être assez game changer aussi sur ce genre d'astuces là. Après, dans le cadre par exemple, d'un audit SEO, moi aujourd'hui, je ne l'utilise pas du tout. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, il peut y avoir des hallucinations.
Et si en fait tu te retrouves à avoir une hallucination sur un truc qui est stratégique pour le client, c'est juste pas possible en fait. Voilà, moi je prends pas en tout cas ce risque-là. Et aussi pour moi, en fait, tu te bases sur une connaissance dont tu ne sais pas comment elle a été entraînée. C'est comme si, admettons, tu déléguais une mission à une personne, tu ne sais pas si elle a l'expérience nécessaire et requise pour mener à bien cette mission-là. Donc après, si tu dois passer au final 3 fois plus de temps à tout rechecker et à tout contrôler, je pense que quand tu as une suffisante expertise, tu n'as pas forcément un gain qui va être énorme, on va dire, dans l'utilisation d'un outil comme ça. Après, là, tu as des choses qui commencent à émerger, qui sont quand même assez intéressantes, où tu peux plugger, par exemple, ChatGPT ou Claude à tes données vraiment genre de Search Console, par exemple, pour leur poser des questions. En fait, limite, tu vas connecter en gros Claude avec Search Console. Et donc là, ce qu'on appelle le MCP. En fait, c'est comme une connexion API, mais sauf que c'est plus simple à configurer et c'est un peu moins tech. Et ce qui fait que tu peux, par exemple, dire, admettons, à Claude, bah tiens, analyse-moi les 3 derniers mois de cette année versus l'année dernière et identifie, par exemple, toutes les pages qui ont perdu de la visibilité, tu vois. Et ça, en soi, tu peux le faire manuellement avec des exports, etc. Mais là, tu pourrais, en quelques secondes, on va dire, obtenir déjà des premières de la visibilité et potentiellement des rapports. Donc, je pense que ça va se développer de plus en plus, ce genre d'usage de l'IA. Donc, vraiment connecté à des sources de données fiables et pas, par exemple, dire à ChatGPT, fais-moi une analyse de mots-clés sur tel secteur, alors qu'en fait, il va t'inventer toutes les datas, si tu veux. Parce qu'il va pas être connecté aux datas, admettons, de Google Keyword Planner ou ce genre de choses. Donc moi aujourd'hui mon usage de l'IA voilà c'est plutôt sur de la création de contenu et encore une fois je dis pas que c'est un truc qui te fait 100% du contenu, ça te fait une base qui ensuite doit être réoptimisée, doit être relue et doit être contrôlée, notamment des fois si tu intègres des pricing, des données très précises. Et après sur la partie plutôt je dirais analytique, audit, etc. Moi personnellement je ne l'utilise pas. Peut-être parce que j'ai pas encore trouvé des process qui me permettent d'avoir un taux de fiabilité important. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas, moi, je l'utilise pas tel quel. Après, je sais qu'il y a beaucoup de référenceurs qui utilisent aussi des fois pour faire de la catégorisation en masse. Par exemple, si tu as 1000 URL et que tu lui dis, bah tiens, classifie-moi, admettons, ces pages en fonction de si c'est des pages transactionnées, etc. Tu lui donnes des exemples et après, il te déroule la liste. Ça, tu peux vraiment faire ce genre de choses un petit peu avec l'IA aussi. Mais voilà quoi. Donc moi en tout cas, mon usage aujourd'hui, il est globalement quand même au final assez limité à la création et l'optimisation de contenu pour l'instant. On dit la confiance n'exclut pas le contrôle, mais on peut dire l'IA n'exclut pas le contrôle. Même, il faut Ouais, contrôler. clairement. Ouais, l'utilisation de l'IA, pour moi, faut en fait. Là, j'ai vu un post un peu viral passer. Je crois que c'était sur X là. En fait, d'une vidéo où en fait t'as un mec qui dit en gros demain à quoi ça va ressembler si on utilise tous ChatGPT vraiment bêtement, tu vois. C'est en gros t'as un mec qui va dans un commerce, il dit qu'est-ce que je dois lui demander, il parle à ChatGPT comme ça. Et après, l'autre en face, donc le commerçant, demande à ChatGPT ce qu'il doit répondre au mec, tu vois. Et en fait, c'est un peu genre si tu débranches ton cerveau et en gros, tu fais une confiance bête et méchante à l'IA, ça veut dire que bah, potentiellement, tu vas pas trop te rendre service sur le long terme et tu vas être aussi très manipulable parce que si des référenceurs arrivent à manipuler, par exemple, les résultats de recherche de Google, il y a de grandes chances qu'ils peuvent le faire aussi sur des réponses d'IA et donc potentiellement tu vas te faire manipuler si tu débranches ton cerveau, quoi. Très clair. Euh, du coup, si demain tu dois donner un conseil à nos auditeurs sur leur stratégie SEO pour l'adapter par rapport à l'IA, mais aussi par rapport aux évolutions dont on a parlé, etc., ça serait quoi le seul et unique conseil qu'ils doivent prendre en compte pour leur stratégie 2026? Alors moi justement, d'après tout ce qu'on s'est dit, ça serait le côté omnicanalité un petit peu. Donc se dire ne pas penser que Google, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en fait, et essayer d'être présent un petit peu
sur des plateformes qui sont cohérentes vis-à-vis de ces personas, donc des personnes qui recherchent vos produits. Donc admettons, si c'est des jeunes, vraiment travailler sur TikTok. Si on est une cible un peu plus tech, peut-être aller sur du YouTube et potentiellement aussi travailler son référencement sur les IA. Mais ouais, moi, ça serait surtout ce côté conseil de pas focaliser trop sur un seul canal d'acquisition et essayer d'être un petit peu partout dans la mesure du possible et où le budget le permet, quoi. Vincent, on arrive au moment de l'interview où ça va être le plus compliqué pour toi. On va parler un peu on va sortir un petit peu du sujet, des outils que tu utilises, le contenu que tu consommes, etc. Mais pour ça, il va falloir faire des réponses courtes. D'accord? Ok, c'est ça qui va être dur. Exactement, je te connais. Alors, pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet du jour, c'est-à-dire l'IA et le SEO, aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommanderais? Un livre, une étude, un podcast, même si Digital Marketing for Pro est déjà une très bonne source de podcast. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommanderais pour creuser ce sujet-là? Honnêtement, aujourd'hui, principalement YouTube. Ouais. YouTube, après LinkedIn aussi, mine de rien, il y a quelques personnes qui commencent à en parler. Donc ouais, suivre des personnes sur LinkedIn et des chaînes YouTube. Après, là, te dire des noms précis, j'ai pas de noms précis comme ça, mais juste faites des recherches sur sur ces deux réseaux. Ok. Euh, Aujourd'hui, tu as envie d'impressionner un client, c'est quoi ton quick win SEO préféré pour générer du trafic? Alors, ça va vraiment dépendre du client. Donc ça, c'est un peu, je veux dire, la réponse de base du SEO, c'est le ça dépend, tu vois. Mais ça va vraiment dépendre parce que tu vois, admettons si tu me dis c'est un client local, c'est une entreprise locale, ça va pas du tout être pareil que si c'est une entreprise, un e-commerçant ou tu vois une marque. Parce que tu vois, le référencement d'une marque ne se fait pas pareil que le référencement d'un site e-commerce, qui se fait pas pareil que le référencement d'un site de comment dire local. Après, Quick Win, pour moi, encore aujourd'hui, c'est d'essayer de se positionner sur des requêtes longue traîne associées du coup à ton secteur d'activité et surtout sur des requêtes business. Donc, c'est développer, déjà faire une grosse analyse de mots-clés pour identifier les requêtes qui ont un intérêt pour toi, qui sont potentiellement moins concurrentielles et sur lesquelles tes concurrents sont peut-être pas positionnés. Faire une analyse concurrentielle. Donc, je dirais que le Quick Win, c'est déjà de faire un état des lieux, on va dire, de ce sur quoi tu te positionnes, ce sur quoi les autres, tes concurrents se positionnent, et ce sur quoi potentiellement toi tu pourrais être positionné et eux ne sont pas positionnés, et créer du contenu sur ces, euh, sur ces mots-clés-là. Ok. La leçon la plus marquante que tu retiens de ces dernières années, c'est quoi? D'avoir trop mis tous les œufs, tous les œufs dans le même panier, justement. Non, pas de diversification tout à l'heure. Moi, clairement, ma plus grosse erreur, en tout cas si je prends l'exemple de l'Optigital, ça a été de trop miser sur Google pour l'acquisition de trafic. Ok. Là, t'as été court, c'est très bien. Ouais, j'essaye, hein. Continue. Tu vois, je m'améliore, hein. Quand j'ai des guidelines précises. Il existe 1 milliard d'outils SEO, il y en a des indispensables comme du Screaming Frog, etc. Pour toi, c'est quoi ton outil SEO indispensable? Pour moi, l'outil gratuit que tout le monde doit avoir, c'est Search Console. C'est Google Search Console. Après, maintenant, tu as la version de Bing aussi, Bing Webmaster Tools. Vu que Bing a quand même pris un petit peu plus de part de marché que par le passé. Mais clairement, c'est un indispensable parce que tu as des données vraiment propriétaires de Google que tu n'as nulle part ailleurs. Tu as beaucoup de data sur l'indexation, sur comment Google perçoit tes pages. Et si tu n'as pas cet outil qui est configuré sur ton site, faut vraiment, vraiment, vraiment que tu le mettes en place, quoi. Écoute, Vincent, t'as plutôt bien réussi ton exercice. T'as été plutôt succinct. Je te félicite. Du coup, t'as droit à une petite minute promo parce que, Vincent, on dit, t'es consultant SEO, t'es aussi propriétaire d'un média, mais t'es aussi entrepreneur. Alors, on t'écoute. Ouais, bah après, enfin sur la partie promo, là aujourd'hui, en fait, je travaille sur plusieurs sujets comme tu l'as dit. Donc le petit digital, je travaille en tant que consultant SEO indépendant. Donc là après, c'est en fonction
des activités. Je m'adresse pas forcément aux petites entreprises, mais plutôt à des plus grandes entreprises. Et à côté de ça, je suis en train de développer un logiciel SaaS justement qui est sur le sujet, on va dire, d'aujourd'hui, clairement sur l'IA. Et c'est comment, en fait, on va arriver à aider les professionnels du marketing à utiliser l'IA de manière justement assez avancée et assez intelligente pour leur faire gagner du temps en termes de productivité. Donc, le logiciel s'appelle Soupast. Et aujourd'hui, il est en cours de développement. On a déjà une version un petit peu d'essai qu'on n'a pas encore déployée. On a plein de bêta-testeurs qui sont inscrits déjà à la preview, mais pour l'instant, on n'a pas encore ouvert les accès. Et la promesse, un petit peu justement, c'est d'arriver à un stade où l'IA te fait aller 80% du job sur plein de missions diverses et variées. Et après, toi, tu es plus dans une optique de contrôle, d'optimisation. Et donc voilà, donc ça, c'est un peu le gros sujet du moment et des prochains mois pour moi. Super. On peut toujours s'inscrire à la bêta ou c'est complet? Ouais, on peut s'inscrire en fait. Tu vas sur Soupast, supa2st.ai, si je dis pas de bêtises. On mettra le lien en commentaire, évidemment. Ouais, et puis du coup, tu mets ton email. Je crois qu'on te demande, prénom, email et si tu as un site internet, ton site internet, si tu as un LinkedIn, ton LinkedIn. Et après, on t'enverra dès que ça sera ouvert, du coup, les accès, tu auras des crédits gratuits, tu pourras tester l'outil et tout. Et l'idée, c'est qu'on ouvre ça pour avoir aussi du feedback et qu'on puisse améliorer l'outil petit à petit. Top. Merci beaucoup, Vincent. C'était chouette de inaugurer ce format avec toi. Yes. Au moins, on l'a inauguré en terrain de confiance parce qu'on se connaît bien. J'espère que toi qui as fait plusieurs podcasts, ça s'est plutôt bien passé. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. On le dit, c'est un nouveau format qu'on avait envie de lancer. Et maintenant, en fait, on n'a qu'une seule hâte, c'est de lire vos commentaires, vos retours. Parce que c'est un format long. Là, on est à un peu plus d'une heure d'enregistrement. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'était assez approfondi? Est-ce que vous voulez qu'on aille encore plus loin? Est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres sujets? Parce que d'ailleurs, on compte sur vous pour commenter cet épisode-là et nous dire les sujets que vous voulez aborder sur le prochain épisode de Focus. On va aller trouver le bon expert dans le réseau de Vincent, dans mon réseau, voire même sur LinkedIn si vous pensez que vous avez quelque chose, une expertise à faire valoir, un avis à faire valoir sur un sujet d'actualité, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, soit contacter Vincent, c'est Vincent Brossat, avec le S à la fin pour le trouver. Et moi, Kevin Brun, on est tous les deux à votre écoute si vous avez des sujets. Et puis on va essayer de refaire un autre épisode de Focus rapidement, mais d'ici là, on se retrouve tous les 15 jours pour un résumé de l'actualité digitale en moins de 30 minutes, toujours avec les infos clés et directement actionnables. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, pensez à vous abonner, à partager l'épisode autour de vous et à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme préférée d'écoute ou plateforme d'écoute préférée plutôt. C'est là la fatigue au bout d'une heure de podcast, tu commences à parler comme Maître Yoda. Et également sur YouTube parce qu'on est sur un format vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.